This phone is dead. What? They like the dark. Jay, any luck? Just a minute. There's nothing cute about them. They've come a long way, and they're hungry. Bonjour à toutes et à tous, c'est incroyable, bienvenue dans ce podcast, et l'intro elle colle trop bien. Après c'est un peu dans le thème, hein, Critters, Hobgoblins, mais on dirait qu'elle a été faite pour ce podcast. Après c'est que le deuxième épisode, vas-y je m'emballe peut-être un peu trop. Et d'ailleurs en parlant du dernier épisode, merci pour les retours, il y en a eu au moins beaucoup trop, il y a eu 4 écoutes, c'est énormément beaucoup, sachant qu'on compte pas mon chien, on compte pas mon chat, ça fait 2 écoutes, il y en a une c'est moi, et l'autre c'est moi, mais j'étais avec ma grand-mère, donc ça fait une écoute de ma grand-mère et qui m'a dit que j'étais un détraqué. Mais c'est pas grave, c'est passion cinéma chez nous et si ça doit passer par Violent Shit, ça passera par Violent Shit. Mais aujourd'hui, ça sera largement plus chill si on met, on met de côté tout ce qui est misogynie et mentalité années 80. On est vraiment sur quelque chose d'assez ouvert, vraiment assez cool. Moins trash, moins explicite, c'est sympa. Aujourd'hui, on chill. D'ailleurs, on parle que de 2 films, mais vous allez voir, on va l'aborder avec un prisme qui est différent. Et il y aura une vraie histoire ce coup-ci, qui est belle, je trouve, et qui est importante, j'allais dire. Je l'ai trop répété dans l'autre podcast, mais qui est super sympa. Mais en vrai, 2 films, ça reste une saga, on reste dans le concept. Et ça me permet de travailler sur un plus gros épisode qui va arriver, l'épisode 3, normalement, on va aborder 4 films et je suis juste que je trouve pas le 3. Je suis en train de travailler dessus parce que c'est tellement niche que le 3 c'est devenu un lost media. Va falloir que je paye quelques dollars alors que j'ouvre mon wallet. Oh là là, fait chier. Enfin bref, on laisse ça de côté pour l'instant parce que nous on va s'intéresser à un film à travers une émission. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je vous jure, faut s'y intéresser un peu parce que c'est une parfaite fusion entre le film et l'émission. C'est une parfaite osmose qui va nous permettre de parler à la fois d'un réalisateur, à la fois d'une émission qui, c'est un peu comme nous finalement, qui traite de vieux films et qui leur... Bon, moi en vrai je fais un peu l'éloge des films, je les booste, eux ils les détruisent totalement. Mais voilà, c'est un peu... On va parler de gens un peu comme nous. Bon, de toute façon, la saga, on va pas tenir le mystère plus longtemps, vous l'avez vu au titre, c'est Hobgoblins. Alors, faut savoir que moi, j'ai un rapport très amoureux, c'est très bizarre dit comme ça, je vous jure que ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, j'ai pas trouvé de belles phrases pour le dire, donc j'aime trop les films avec des petites bêtes, genre Gremlins. Enfin, mon premier amour, c'est d'abord Critters, moi. Surtout le 2, c'est mon premier amour, mes premiers pas avec ces petites bêtes. Après, j'ai découvert Gremlins un peu plus tard que Critters d'ailleurs. C'est grâce à Critters que j'ai découvert Gremlins, alors que d'habitude, c'est l'inverse. Enfin bref, Critters mériterait une émission, mais en fait, j'ai tellement pas envie d'analyser la saga et que à chaque fois que je vois un Critters, j'ai tellement envie que ça soit un beau moment. Je m'en fous, j'en parlerai pas, mais du coup, Hobgoblins va me permettre un peu de parler de Critters. Et voilà, donc j'ai un amour inconditionnel pour tout ce qui est les petites bébêtes Critters, Ghoulies, Gremlins, tout ça. J'adore, c'est mon dada, c'est mon dada. Donc forcément, il y a un moment dans ma vie où je suis tombé sur le film Hobgoblins et je me suis renseigné un peu avant de regarder le film et le film se faisait tailler dans tous les sens. Donc il faut savoir que c'était un peu quand j'étais jeune, c'était au collège, quand tu avais accès à internet, tu pouvais voir les critiques et tout. Du coup, je me suis dit, je vais pas me donner la peine de regarder Hobgoblins, sachant que c'est un peu nul et moi j'ai envie de voir d'autres films, mais lui il se fait bien taper sur la tête, c'est un film nul, donc je vais m'intéresser à autre chose. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber les petites bébêtes après au profit d'un cinéma un peu plus élargi. Je me suis intéressé au cinéma, donc j'ai un peu délaissé les cinémas d'horreur, et donc je suis jamais revenu trop sur Hobgoblins finalement. Sauf pour du coup les biens de cette émission, ça m'a permis de pouvoir m'y pencher un peu plus près. These gruesome gremlins turn it into a nightmare. What's going on here? Et en me penchant sur Hobgoblins, j'ai découvert une histoire qui, moi, me semble franchement trop intéressante. Parce qu'elle est pleine de rebondissements, elle est pleine d'amour, elle est pleine de... Je sais pas, j'adore ça. Donc Hobgoblins, c'est quoi tout d'abord? C'est Rick Sloan. Donc le réal des Hobgoblins, lui, c'est quelqu'un qui va naître le 22 août 1961. Alors je dis sa date de naissance pour que vous situez à peu près son âge, ce qui va nous servir pour un peu plus tard pour un autre protagoniste. Donc lui, c'est toujours quelqu'un qui a aimé le cinéma, qui a aimé raconter des histoires. Il disait en interview que au lycée, enfin pas au lycée mais au primaire, on attendait toujours de lui qu'il raconte la meilleure histoire. On savait qu'il avait un imaginaire de fou furieux et que quand il allait passer au tableau à raconter son histoire, fallait qu'il envoie du gaz parce que ça allait être super drôle.
Et ce côté un peu de raconter une histoire, j'allais dire créatif, imaginatif, mais bon, au vu de sa carrière, je ne sais pas si on peut le qualifier de tel, mais ouais, voilà, ce côté artistique, en tout cas, ça l'a poussé à aller dans une école de cinéma, qui va citer comme étant pas une grosse école de cinéma. Bon, quand t'entends le nom, ça claque, c'est à Los Angeles City College, ça envoie du steak, mais apparemment, c'est pas une si grosse école de cinéma. Et là, ça va être un peu, il va tomber des nues parce que à l'école de cinéma, il a été repéré par un professeur comme étant l'élève le moins doué. Et il va se faire un peu bully par sa classe. On va lui dire, mais ta vision du cinéma, elle est nulle, tu es le pire élève, faut que tu arrêtes le cinéma et retourne, je sais pas, travailler dans les champs. Bon, à Los Angeles, ça va être un peu compliqué, mais il était totalement hors des cases. D'ailleurs, il va même se faire virer un peu plus tard de cette école parce que tous les gens, eux, ils étaient. Enfin, ils avaient le mindset de film primé en tête, de film art et essai un peu artistique, et lui il avait pas du tout cette vision, à tel point que à 18 ans le prof il avait tellement parlé de films d'art et essai qu'il va montrer Hollywood Boulevard du coup de Joe Dante et d'Alan Arkesh, pour le montrer en tant que contre-exemple, pour se faire marrer, pour décompresser en fin d'année. Vous voyez, ça c'est des films de merde qui sont faits à 30 000 € de budget, on va bien se marrer, nous ce qu'on veut c'est du art et essai, voilà ce qu'il ne faut pas faire. En gros il l'avait donné comme contre-exemple, et ça va être le seul gars de la classe, Rick Sloan, a kiffé le film, ça va lui ouvrir les yeux, ça va être l'élément déclencheur un peu de sa filmographie. Et je vais carrément citer Rick Sloan, il a dit tout le monde l'a détesté sauf moi, assis là, émerveillé, sachant que c'est le genre de film que je voulais faire. Il commence déjà dès son plus jeune âge à s'intéresser aux films d'exploitation, il se dit bah c'est ce que je veux faire, et il se rend compte que c'est totalement accessible et que ça reste du cinéma. Et à partir de ce moment là, t'as vraiment la création d'un vilain Marvel, ou plus d'un anti-héros rebelle du cinéma qui se dit bah je viens de voir Hollywood Boulevard à 18 ans, ça a changé ma vie, merci Joe Dante, merci Alan Arkush, je vous aime, mais je vais faire mes films maintenant. Et en vrai là il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, parce que t'as Hollywood Boulevard qui lui prouve qu'on peut faire un film que lui adore avec 2-3 francs 6 sous, et il est dans une école de cinéma, donc il a tout le matos à disposition. Et c'est ce qu'il va faire, à 20 ans il va écrire son premier long métrage, qui va réaliser sur l'année de ses 21 ans, qui va s'appeler Blood Theater, donc en 1984, et il va même contacter Mary Woronov, qui est la méchante d'Hollywood Boulevard, pour lui demander si elle veut jouer dans son film, et elle va accepter. Donc à partir de ce moment-là, l'anti-héros est en marche, attention, Hobgoblin ça arrive et ça va faire mal. Bon, comme je le disais précédemment, il va mettre 1 an à réaliser Blood Theater parce que c'est le bordel. Franchement, tu fais un film, ok, t'as toutes les volontés du monde, mais à l'arrache comme ça, c'est un peu compliqué. Donc t'avais plein d'acteurs qui quittaient le plateau, fallait les remplacer par d'autres acteurs et du coup reshoot les scènes. Enfin bon, gros bordel, on se sait, c'est un peu compliqué. Mais il va réussir à le plaquer, son premier film, et ça c'est cool, même en 1 an, il l'a fait, et il va le projeter à son école, parce que c'est la meilleure idée, c'est pas du tout là où c'est devenu Dark Vador. Ils vont tous l'accueillir à bras ouverts, ils vont dire « Waouh, ton film c'est génial !» Vraiment pas, c'est totalement l'inverse, il va se faire vraiment cracher dessus. On va lui dire que son film est nul, et il faudrait carrément le réduire à 10 minutes. On lui a dit ça. Tu te prends ça, tu viens de passer 1 an de ta vie, on dit réduire à 10 minutes, et ben comment tu le prends ? Et bah lui il le prend super bien, et il adore ça en fait, il se dit bah c'est génial, ils aiment pas mon film mais c'est fou. Mais en vrai il a totalement raison, il prend le matos à son école, il fait ses bails et il demande rien à personne, et c'est ce qu'il disait, les autres ils avaient que dalle à leur actif, alors que lui il avait déjà 2 longs métrages pendant qu'il leur crachait dessus. Lui il avait fait le taf, et c'est totalement ce qu'il faut faire, hein. En 87 il a déjà 2 films à son actif qui sont Blood Theater et The Visitant, qui est d'ailleurs un de ses films préférés de sa propre filmographie. Et son mode d'action à lui il est très clair, et je vais le citer parce que la phrase est quand même lunaire: faites travailler les gens gratuitement en leur promettant une mention dans un long métrage, et si des membres de l'équipe se plaignent de la nourriture bon marché, remplacez-les. Bon, c'est un peu too much. La première partie de la phrase, je suis d'accord, c'est un mode de fonctionnement qui est vraiment très courant dans le cinéma. Qui se plaignent de la nourriture bon marché, remplacez-les, elle est un peu sec. Et ça dénote un peu de ce qu'est le bonhomme quand même, tu vois. Il reste quand même un anti-héros Marvel, il faut un petit côté méchant quand même. Après, Rick Sloan, c'est quand même le tryharder par excellence. Lui, il s'en fout, il va dénicher des distributeurs pour faire financer ses films. C'est lui qui va réaliser ses films, enfin qui va d'abord les écrire, les réaliser, les monter. C'est un peu un touche-à-tout. Et ce côté touche-à-tout un peu indé, c'est quand même une des grosses clés de réussite. T'as soit la voie royale, soit la voie indé, mais ça marche, et lui il se débrouille hein, avec des tout petits budgets, je ne sais. Je crois que son plus gros budget c'était peut-être 8500, un truc dans le genre. Enfin, Hobgoblin c'était 15 000, mais jusque-là c'était 8500 son plus gros budget. Du coup, voilà, ça monte pas haut, il se débrouille avec des briques et des braques. De toute façon, on l'a déjà vu sur Violent Shit, ça peut donner des petites pépites. Bon, en l'occurrence, les films de Rick Sloan ne sont pas des petites pépites comme sont les Violent Shit. Et ça nous amène en 89 où il va sortir sa première grosse saga à succès
avec Hobgoblins, il en a 2, et cette saga c'est Vice Academy, donc c'est une parodie un peu soft porn de la série Charlie Angel, mais aussi de la saga de film Police Academy. Alors je n'ai personnellement pas vu la saga Vice Academy parce qu'elle ne m'attire pas, mais au vu des extraits, on sent qu'elle s'inscrit quand même dans une mentalité qui est vachement arriérée, une mentalité qui est années 80, et moi au-delà de ça j'y vois une sorte de rébellion de Rick Sloan, donc c'est-à-dire que moi je me suis fait bully, je vais reprendre les codes et je vais vous les renvoyer comme ça, et je vais être carrément grossier, outrancier, et voilà, c'est totalement... Pour moi en tout cas une rébellion de Rick Sloan. Mais avec Vice Academy il y a une évolution qui est intéressante, c'est-à-dire que Vice Academy renvoie très certainement vers Hollywood Boulevard, là où Hobgoblins va renvoyer à Gremlins. Et donc tu as cette évolution de là où Vice Academy était une parodie de Hollywood Boulevard, et ben ça va se transformer, ce parodique va se transformer carrément en mockbuster, parce que Rick Sloan il en a plus rien à foutre, et maintenant lui il veut juste faire des films et prouver au monde entier qu'il sait faire des trucs, et peu importe s'il reprend. Donc la parodie on met de côté, on reprend même carrément le concept, et moi je l'ajoute un peu avec mon univers et mon truc fauché. Joe Dante il a eu confiance, il a eu Spielberg qui lui a confié le scénario de Chris Columbus, et ça part de là. Et lui t'as Rick Sloan de son côté qui a été amoureux de Hollywood Boulevard et qui a sa série qui commence à marcher, Vice City, et qui se dit mais moi aussi je veux briller en fait, sortez-moi de là. Surtout que t'as les bébés des Gremlins qui vont naître, c'est-à-dire que t'as Critters en 86 qui va arriver, t'as Munchies en 87, il y a aussi encore avant Critters Ghoulies, mais je le compte pas trop, enfin le 1 en tout cas je le compte pas trop comme un bébé de Gremlins, a raison, parce que c'est plus un film satanique un peu bizarre qui rajoute des petites bêtes. Et même si ces films se revendiquent comme original, c'est-à-dire que Stéphane Erek a dit que Critters il avait écrit le scénario bien avant que Gremlins sort, pardon. Et pareil pour Rick Sloan, il a dit mais non, mais j'avais écrit Hobgoblins avant. On n'y croit pas, ça faut débunk tout de suite, hein, même si ça a été dit et redit. Alors après c'est totalement possible dans le sens où il y a des idées qui sont, genre même vous ça vous est déjà arrivé, j'imagine que vous ayez une idée, vous vous dites oh putain c'est génial, et vous voyez que ça a déjà été fait ailleurs. C'est totalement possible, mais c'est tellement trop semblable pour se dire... Après ils ont peut-être eu des idées de petites créatures, mais le film est vraiment trop semblable aux Gremlins pour que ça ne soit pas Gremlins. Du coup c'est en 88, un an après Munchies, 2 ans après Critters et 3 ans après Ghoulies, que il va se dire merde, j'y vais. Il prend $15 000, son plus gros budget, il essaye de le faire financer à droite à gauche. On sait que ça peut marcher, en vrai, un film comme ça, donc il se le fait financer. Il se dit bah zut, j'y vais, et il y va. Alors malheureusement pour nous et heureusement pour l'humanité, il n'y a pas trop d'informations sur le tournage de Hobgoblins, si ce n'est un documentaire qui est sorti dans les années 2000, je ne sais plus trop quand, réalisé par Rick Sloan, sur l'histoire un peu. Il s'appelait Hobgoblins The Making of Disaster Piece, et je l'ai pas trouvé ce documentaire malheureusement. Il y a que 10 minutes qui sont dispo sur YouTube, mais en vrai il a l'air un peu mytho le tournage, parce que vraiment ça a été tourné en une semaine sans autorisation dans un studio de cinéma qui se trouvait sur un parking désert. Vraiment ça n'a aucun sens, et attention, ce parking se trouvait à côté d'un crack house. Et dans ce truc de 10 minutes il dit Rick Sloan qu'il a pas vu les marionnettes avant la veille du tournage. Donc c'est Kenneth G. Hall qui s'occupait des marionnettes, qui a notamment travaillé sur Ghoulies, et Kenneth G. Hall dans ce documentaire aussi il mentionne qu'il n'y avait qu'une marionnette où on pouvait mettre sa main dedans et la faire bouger, sinon le reste c'était juste des doudous en fait. C'est trop marrant, il n'y a aucun sens. Tu te dis bon, ça montre un peu ce que va devenir Hobgoblins. D'ailleurs pour l'anecdote, les marionnettes elles étaient manipulées par une femme qui venait de sortir de l'hôpital psychiatrique. Voilà, je mets ça là, je mets même pas de commentaires. Et du coup là c'est le moment où on se dit let's go, qu'est-ce que ça donne Hobgoblins? Mais non, parce qu'il y a un deuxième protagoniste qui va rentrer dans notre histoire, qui n'est autre que Joel Hodgson. Donc lui il est né le 20 février 1960, donc pas loin, un an avant Rick Sloan. C'est pour ça qu'il fallait retenir la date de Rick Sloan, puisque du coup c'est deux personnes qui sont du même âge. Alors notre Joel il va étudier le théâtre et les médias de masse avant d'être un humoriste qui est voué à un avenir prometteur, sauf que son avenir va être tout autre, parce qu'il va créer l'émission dont on va parler aujourd'hui, qui n'est autre que Mystery Science Theater 3K ou 3000, comme vous voulez, qui sera diffusé pour la première fois le 24 novembre 1988 sur le câble américain. Alors
cette série elle met en scène 3 personnages, on a Joel et 2 robots qui sont prisonniers d'une station spatiale qui appartient à un méchant scientifique, bon en l'occurrence c'est une méchante scientifique. Et pour des expériences, cette méchante scientifique elle va les obliger à mater des films d'épouvante série Z, un peu comme on fait dans ce podcast, sauf que là vraiment c'est pour les expériences, elle les met devant un écran et regardez ça. Et le but de l'émission, enfin pour nous spectateurs, ça va être de regarder le film avec Joel et les 2 robots et d'écouter leurs blagues, parce qu'en fait ils vont commenter le film et c'est trop marrant, ils vont faire des blagues tout au long du film. Tu auras même des fois ça sera entrecoupé de sketchs qui parodient ce qu'on vient de voir dans le film, ou alors ou alors qui n'a rien à voir mais en rapport avec le film en tout cas. Et encore une fois, je remercie ce podcast d'exister parce que c'est grâce à ça que j'ai découvert l'émission. Elle est trop bien. En vrai, enfin moi je le vois un peu comme l'ancêtre des formats vidéo YouTube de maintenant, c'est-à-dire des critiques ciné qui font des trucs marrants où ils reviennent sur le film. Bon, si on parle d'un ancêtre, on peut parler de Matt se fait des films, et t'as genre Not Serious ou voilà, c'est l'ancêtre, sauf que là on va être avec eux, on va regarder tout le long du film, on va se marrer tout le long du film avec eux, et c'est un concept qui est fou à ramener. Je pense que tu mets ça sur Twitch maintenant. Et à voir, moi je lance ça là, mais si dans longtemps le podcast il marche, et bah pourquoi pas lancer ça sur Twitch, parce que c'est trop marrant. J'ai mis sur la miniature, je sais pas si vous voyez des gens qui regardent un film qui sont assis dans une salle de cinéma, bah c'est comme ça. Il y a ces personnages là, je l'ai mis sur la miniature pour que vous voyez un peu comment c'est, et il y a l'écran qui est devant et ils regardent le film. On va faire la petite histoire très rapidement, mais c'est en 1988, donc au moment où Hobgoblin est en train de se réaliser, comme quoi tout est lié. C'est notre cher Joel, du coup le créateur qui est à l'origine de ce concept, qui va approcher Jim Malone, un dire de prod d'une chaîne TV américaine indépendante qui s'appelle Kitty May, et il va l'approcher avec ce projet qui va lui plaire. Et c'est du coup il va rentrer en contact avec J. Elvis Weinstein et Trace Beaulieu qui vont dans le futur jouer les 2 robots, et ils vont du coup développer ce concept pour la chaîne Kitty May. Alors c'est assez marrant parce que pour la petite anecdote, l'idée elle est venue à Joel en regardant la pochette de Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John, qui montre des silhouettes d'un couple qui sont assis devant une salle de cinéma et qui regardent Autant en emporte le vent. Et ça vient de là l'idée en fait des petits gens, des 2 robots et de Joel qui sont assis et qui regardent le film. Ça vient de cette pochette d'album, donc l'anecdote est assez marrante. Alors l'idée géniale qu'ils vont avoir pour développer ce pilote, nos 3 compères, c'est de prendre des sièges qui étaient en fait des panneaux de mousse peints en noir. Ils vont aussi peindre les robots en noir, et Joel Hoxton il va se mettre lui aussi totalement en noir, et ils vont se faire éclairer par un procédé lumineux qui est juste dressé devant eux. En fait c'est une sorte de drap qui est dressé devant eux, qui leur permet de renvoyer la lumière et de les éclairer un peu pour qu'ils ressortent de l'écran. Et le film il est rajouté après en post-prod sur ce drap blanc, et c'est carrément un dispositif qui va avoir un nom et qui va s'appeler le Shadorama, et ça vient de là, c'est eux qui l'ont inventé en tout cas. Et pour commenter le film, eux ce qu'ils faisaient, parce que forcément ils avaient une sorte de gros panneau blanc devant eux qui les aveuglait, et regardaient le film à leurs pieds pour d'une part éviter de les aveugler j'imagine, et d'une autre part pouvoir commenter le film avec un écran à leurs pieds. Ce pilote il va séduire la chaîne, sinon j'en parlerai pas sur ce podcast, et ça va être signé pour 13 épisodes. Donc c'est 13 épisodes par contre qui vont être faits à l'arrache, donc c'est-à-dire que ce sera sur un cycle de 24 heures, ils peuvent que se permettre de regarder le film une fois, là où ils prennent des notes pour essayer de faire des blagues, mais en fait la plupart des blagues vont être improvisées. C'est pour ça que sur les premiers épisodes, tu auras des fois 15 minutes de film qui seront juste le film sans commentaire, parce que ils avaient pas le temps de créer des blagues. Mais c'est ce qu'on aime, c'est l'arrache, c'était les débuts en fait. Et l'émission, elle va être un gros succès. Malheureusement, c'est plutôt la chaîne qui va être sur le déclin, mais ça va permettre du coup en 1989 à cette émission qui va s'appeler MST 3K, on va l'appeler, ça va être tellement plus simple parce que Mystery Science Theater 3K c'est un peu long, donc on va la dire à la française bien comme il faut. Mais du coup en 1989 c'est racheté par Comedy Channel pardon, puis par Comedy Central du coup en 91, et c'est là où ils vont pouvoir tout bien développer, c'est-à-dire que la série va devenir ce qu'elle est sur Comedy Central. Ça va passer d'un travail de 24 heures par épisode à un travail de 5 à 6 jours. Du coup, ça va déboucher sur largement moins d'impro, des blagues plus travaillées, plus drôles du coup, même si l'impro est super drôle, mais t'as quand même carrément des scénaristes qui viennent aider sur la série, donc ils sont plus tout seuls. Non, la série, franchement, elle a tout pour elle. Va y avoir des désaccords parfois, ça va changer de case, je sais qu'il y a un des robots qui va changer. Et tout ça va se développer jusqu'en 96. Jusqu'en 96 en fait. C'est là où ça va, le déclin vous le sentez venir, il y a toujours un déclin. Parce qu'il faut pas l'oublier, on est sur Comédie Centrale, et pourquoi Comédie Centrale est connue en France, c'est parce que c'est l'essor des émissions un peu qui sont sociétales, parodiques. Donc t'as Dr Katz, professionnel thérapeute notamment, mais t'as surtout
Pourquoi c'est connu en France? Je vous dis Comédie France Centrale, ça rime avec ce banger de Trey Parker et Matt Stone qui est South Park. D'ailleurs, je me permets de passer une petite anecdote sur Trey Parker et Matt Stone parce qu'ils sont pas si éloignés que nous finalement. Leur premier long métrage qui est Cannibal the Musical, si je me trompe pas, alors c'était un projet qu'ils ont fait à l'école, a été racheté et distribué par la Trauma. Ils sont partis de là, du coup c'est des super potes de Lloyd Kaufman. On en parlait dans le dernier épisode, comme quoi nos podcasts sont quand même liés. Malheureusement, aujourd'hui, cette série géniale qui est South Park est notre ennemi parce que ils vont déprogrammer MST3K parce que c'est devenu vraiment hors de propos et hors du temps en fait quand t'as des émissions comme South Park qui prennent leur essor et à côté t'as une vieille émission qui date d'une dizaine d'années maintenant qui traite de vieux films. C'est vrai que le contraste est assez fort, donc ça va être déprogrammé. Mais grâce aux fans, ils vont renvoyer ça chez Sci-Fi. Ils vont renvoyer ça chez Sci-Fi Channel. C'est compliqué à dire. Qui vont reprendre l'émission en 97 dans la même DA et pour notre plus grand bonheur en fait. Et du coup, ça va permettre à South Park d'exister parce que South Park c'est génial. Enfin, même s'il existait déjà et que c'est un peu South Park qui a viré notre émission chouchou, mais c'est pas grave. Et là, je vous dis une dizaine d'années, vous me dites ah, mais ça a commencé à être créé pendant qu'Hobgoblins sortait, et bah oui, parce que le temps passe des deux côtés, notre cher Rick Sloan, bah en fait, lui, il y a 10 ans qu'ils sont passés, et vous pensez qu'il est arrivé où notre cher Rick Sloan? Et ben il est à son Vice Academy 6, et il commence à être sur le déclin. Il a juste fait 6 Vice Academy, il en a fait 4 autres longs métrages que Vice Academy, et ce bon vieux Hobgoblins, et c'est tout. Et il est sur le déclin, et toujours resté dans la même chose. Notre Rick Sloan, il est au point mort en fait. Et il est tellement au point mort qu'il va aller proposer de lui-même ses Vice Academy à l'émission MST3K qui vont être refusés, sauf qu'ils vont s'intéresser un peu à sa filmo et ils vont se dire mais qu'est-ce que t'as à nous proposer d'autre? Et du coup par élan de bon bah j'ai ce Gremlins Nutri-Score E si vous voulez, prenez-le, et ils vont le prendre, c'est magique comme histoire. Et donc nos chers téléspectateurs habitués de l'émission MST3K ainsi que tout autre téléspectateur qui tombe sur la chaîne Sci-Fi un soir du dimanche 27 juin 1998 vont tomber sur l'épisode 7 de la saison 9 qui va traiter d'un nouvel ovni, un film qui est aussi nul que les autres films de l'émission mais peut-être un peu plus nul car ce film, faut pas l'oublier, Hobgoblins, il est répertorié dans la très longue liste des pires films de tous les temps. Et pour la petite anecdote, il est juste répertorié en dessous de Silent Night, Deadly Night 2 et au-dessus de Mac and Me. Donc 2 films qui sont pionniers de ces films de cons et je trouve l'anecdote marrante. Je retrouve Hobgoblins dans cette liste entre ces 2 films. Il faudrait qu'on traite un jour de Silent Night, Deadly Night parce qu'il y a matière à dire en vrai. Hey, the end credits. Well, it was a terrible movie. At least it was short. These are the beginning credits. Oh, well, then kill me, please. Notre épisode de MST3K s'ouvre sur cette intro iconique qui a donné le courage aux fans de faire repop l'émission sur une autre chaîne. Et on a nos 2 robots et Joël qui font leur petite singerie habituelle. C'est un peu mal vieilli pour être honnête. Les commentaires n'ont pas mal vieilli, ils sont super marrants. Enfin si, il y a certaines blagues qui ont mal vieilli, mais je veux dire, en général ça a pas mal vieilli. Mais je dois avouer que les intros un peu jouées comme ça dans les années 80, ça c'est clairement plus dans son jus. Et en parlant de jus, ils vont renverser du jus sur un canapé et ils vont être punis. Par la méchante scientifique accompagnée de son singe et de son autre je ne sais quoi là. Ils vont les punir en leur mettant Hobgoblins. Quelle punition, ouais, je me suis fait punir en même temps qu'eux. Moi j'ai rien demandé, c'est eux qui ont renversé le jus et vlan, je me mange Hobgoblins en même temps que je vous dis. En vrai, autant j'aime trop conseiller les films que je chronique dans mes... que je chronique, attention, je suis un chroniqueur maintenant, TPMP. Mais là je déconseille totalement Hobgoblins, de toute façon on va le voir. Mais en tout cas, vous qui écoutez ce podcast, moi... et nos deux robots et Joël, nous sommes punis devant Hobgoblins et le film va s'ouvrir sur un vieux et un jeune qui sont dans, je sais pas, dans une sorte de scène nuit. Je pense que c'est sur le vieux parking qu'ils ont tourné ça, à côté du Crack House. Et vraiment, dès les premières images, t'as ce gars qui marche, il s'est abusé sur les bruitages, et t'as le robot qui dit « Oh, mais t'as des Pringles dans tes chaussures ou quoi ?» Et ça me fait trop rire. C'est là que je me suis dit « C'est sûr, 200%, on fait une émission là-dessus. » C'est super drôle et je vais rebondir sur ce que je disais juste avant, je ne vous conseille pas le film, non, mais par contre je vous conseille l'émission du film. Ça, c'est clair et net, en fait ils vont appuyer là où ça fait mal et ils vont pas y aller de main morte, c'est trop drôle. Et ça va me permettre moi de pouvoir parler d'autres choses en fait, de pas faire des vannes sur ce qui se passe parce qu'ils sont là, c'est trop marrant. Bon en tout cas nous de notre côté on va passer quelques détails parce que le film est bien long, mais pour vous remettre dans le contexte, derrière ce vieux parking il y a une sorte de chambre forte
Et le vieux, son poste c'est de garder cette chambre forte. Il va proposer au jeune, qui s'appelle Kevin, de prendre le poste d'un gars qui est mort précédemment, je vais vous expliquer comment juste après, de prendre le poste et de devenir gardien de cette prison, on va l'appeler la prison, ça va être plus simple, de cette prison coffre-fort. Et Kevin, il va remplacer, lui, un gars, comme je vous l'expliquais précédemment, qui est mort dans cette chambre forte. Et t'as cette scène de lui qui se trimballe dans la chambre forte parce qu'il entend des bruits. Et tout d'un coup, il devient une rockstar, que d'ailleurs les robots vont comparer à Jim Morrison. Et il devient une rockstar et il meurt direct. Voilà, donc t'as déjà ce côté un peu mystique, paranormal qui est mis en avant. Et c'est pour moi le côté qui va différencier ce Hobgoblins des autres bébés de Gremlins. Kevin va, dans sa bonté, accepter le poste, et t'as ce plan-là sur le parking qui va être détruit par un des robots qui va dire « Oh, mais il veut pas bouger, le caméraman, il a la flemme », fallait dire un truc dans le genre, et c'est trop marrant. Notre Kevin, lui, va rentrer voir ses amis qui font la fête, et on va découvrir nos autres protagonistes qui sont Daphné, la folle du sexe, c'est vraiment écrit comme ça, et c'est comme ça qu'elle est montrée dans le film, d'où ce côté un peu misogyne qui va d'ailleurs être détruit dans l'émission MST 3K. On a aussi le personnage de Kyle qui est un gros ringard, c'est un peu le loser de la team. On a Amy, la crush de Kevin, qui est un peu la meuf, vous allez le voir plus tard, mais qui va être qualifiée de meuf qui est coincée. Et là encore, je le dis gentiment parce que vous verrez plus tard, les mots seront plus crus, mais toujours est-il qu'on va retrouver nos personnages dans cette maison. Ils vont pas tarder à être rejoints par le dernier protagoniste qui est un des meilleurs en vrai, c'est Nick le militaire qui va arriver dans un van. Et donc là, t'as cette blague très pertinente d'un des robots, Joel, je ne sais plus, qui dit « Oh non, il y a le van qui arrive, faut qu'on aille filmer ailleurs ». Parce que quand tu connais toute la genèse du truc, comment ça a été tourné en soum-soum dans un vieux parking, la van, elle est d'autant plus impactante et marrante. Nos amis sont donc tous réunis et ça va nous offrir la scène la plus iconique du film et la plus connue. C'est la scène du combat avec les râteaux. T'as Kevin qui va se battre contre Nick avec un râteau et la scène est hyper longue parce que vraiment il a le râteau dans les mains et ils font toujours le même mouvement, c'est-à-dire gauche-droite, ils se tapent et t'as un bruitage qui est rajouté à chaque fois et la scène est super longue. Sans déconner, elle doit durer 5 minutes où ils font toujours le même mouvement à se battre. Alors je vais un peu la débunk cette scène parce que il l'a dit en interview Rick Sloan que c'est les distributeurs de l'époque qui voulaient que le film atteigne absolument les 90 minutes et qui lui ont forcé à reprendre les rushs de cette scène qu'il avait tournée en plus et les rajouter pour que le film arrive à 90 minutes. Et là où Rick Sloan il comprend pas trop, c'est que ses autres amis qui font du ciné indépendant, il le dit en interview, ils ont jamais eu à faire ça et on comprend pas pourquoi ils lui ont imposé cette règle. Mais voilà, ça débunk un peu cette scène qui est si magique pourtant et si elle avait été intentionnelle, elle aurait été encore plus belle. Mais non, Rick Sloan est peut-être un mauvais cinéaste, mais pas jusque-là. Mais au moins cette scène va laisser place à un festival de blagues drôles de la part de Joel et les robots. C'est marrant, c'est trop marrant, au moins ça va nous servir à ça parce qu'elle est bien longue et bien chiante. Mais je vous spoil, c'est le soldat Nick qui va gagner contre notre Kevin qui est faible. Et lui justement ça va être son développement de caractère de s'affranchir de cette faiblesse et de devenir un vrai homme finalement, parce que ça c'est un propos saut années 80. Nick le soldat gagne, il va dans le van avec Daphné la folle du sexe et ils vont faire l'amour et le van va bouger à la GTA. Ce qui va déboucher sur un sketch qui est génial, c'est Let's Talk to Women. Je vous remets un peu dans le contexte, mais ce sketch est externe au film, c'est-à-dire que ça provient de l'émission MST3K et non pas du film Hobgoblins. Et c'est en réponse justement, je pense à Daphné la folle du sexe, et à ce sketch qui j'ai un peu, je vais pas me prononcer sur le propos de ce sketch parce que je sais pas dans quelle direction il va, mais en tout cas il est en mode comment on doit traiter une femme. Alors d'où vient une femme dans son habitat naturel, comment on doit la traiter et tout. C'est très drôle. J'ai des doutes, j'ai vraiment des doutes sur ce que ça veut vraiment dire, mais en tout cas ça va pas dans le sens de Rick Sloan, ça c'est sûr. Et j'ai envie de croire que ça a tendance à casser un peu tout ce qui renvoie à Vice Academy et sa mentalité très 80 misogyne. J'espère que c'est dans ce sens-là de tout cœur et que c'est une émission avant-gardiste. On va partir de ce point de vue-là. Fin du sketch, et là on reprend le film sur une blague d'un des robots qui va être repris d'ailleurs dans Hobgoblins 2, pardon. Il va dire que Amy est une frigid girlfriend. C'est atroce, mais il va la qualifier comme ça. Quand je disais qu'elle était coincée, voilà comment eux, ils la qualifient. Voilà, c'est pour ça que je mettais du doute sur ce qu'on vient de voir avant. J'espère que vous comprenez. Enfin bref, on se retrouve dans la chambre forte. Et là, le vieux qui s'appelle McCready, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il se retrouve avec Kevin dans la chambre forte pour poursuivre un cambrioleur. Donc là, la chambre forte, toutes les portes sont ouvertes. Je ne sais pas pourquoi ils font la réflexion, d'ailleurs, les robots. Mais je ne sais pas pourquoi
Pourquoi tout est ouvert dans une chambre forte? On se croirait un peu dans la... Ça me fait penser à House 2, moi, personnellement, où ils doivent garder une coupe ou je ne sais quoi. Et ils font une fête au milieu de la coupe pour la garder. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment super drôle. T'as une scène où il retombe sur le cambrioleur, Kevin essaye de se bagarrer contre le cambrioleur sauf qu'il y arrive pas trop. Enfin bref, tout ça, ça va l'emmener à tomber sur un coffre où les Hobgoblins sont dedans et vont s'échapper du coup. Ils se sont échappés du coffre, ce qui nous offre la première apparition des Hobgoblins dans une voiture, un peu l'ambiance Gremlins, Hobgoblins, on fait un peu n'importe quoi. On les voit 10 secondes sur une petite voiture de golf. On les voit 10 secondes, ils sont là, ils font n'importe quoi, et là tu peux te dire, ok d'accord, ça va peut-être partir en steak. Pas du tout. Spoiler alerte, c'est la seule scène marrante. D'autant plus que tu le vois que 10 secondes, mais au moins ça va nous donner un flashback du vieux patron McGreedy, là, le vieux, qui va expliquer à Kevin que ces Hobgoblins, en fait, ils se sont écrasés sur son terrain il y a quelques années auparavant, et qu'il les surveille depuis. J'ai même pas envie de justifier, c'est trop con. Attention, ils sont tombés sur mon terrain et je les surveille, c'est mon secret. Frère, le vieux c'est vraiment le pire perso du 1 et les robots et Joël l'ont très bien compris, donc t'as une session van activée qui est vraiment hilarante. Et ensuite nos Hobgoblins, eux, ils vont se diriger vers les potes de Kevin qui sont en train de faire la fête parce qu'on est dans un film un peu jeune. On est fin 80 quand même, il faut un peu de fête, un peu de folie. T'as Daphné, la folle du sexe, qui sort dehors et là elle dit « Oh, je sens un truc bizarre » et t'as Joël qui dit « I'm not having sex right now ». Ça me fait trop rire. En fait, il la bombarde par rapport à son archétype, c'est trop marrant. T'as un Hobgoblins qui va arriver, qui va l'attaquer, et ça va être vraiment toujours les mêmes scènes dans les sagas. C'est-à-dire que t'as le Hobgoblins qui vient sur la personne, ils sont là, ils essayent de se débattre, mais en fait tu vois très bien qu'ils portent la poupée et qu'ils sont même limite en train de mettre les bras de la poupée autour de son cou pour faire genre « Oh attention, il m'étrangle !» Et c'est exactement la même chose. Donc elle va le prendre, elle va faire ça, elle va le foutre par terre. Pourquoi je fais les bruitages? Qui m'a demandé même? Elle va le foutre par terre, et elle va le tabasser. Je continue en plus, putain, mais j'apprends pas de mes erreurs. Elle arrive à s'en débarrasser, le fout par terre et tabasse le Hobgoblins avec une pelle. Et ensuite, lui et ses amis Hobgoblins vont se réfugier dans la maison. Et là, c'est la pause sketch. C'est la pause sketch de notre MST3K, de notre émission, ça nous avait manqué. Et ce sketch, c'est le robot qui a le robot qui a l'air le plus intelligent et qui parle le plus, qui a un téléphone et donc il prend les appels de gens qui sont traumatisés par... En fait c'est un peu un bureau des plaintes, un numéro vert, un 0800 SOS suicide, bah c'est la même chose, je suis traumatisé par Hobgoblin, j'appelle, ils ont pas de quartier avec le film. Et donc dans ce sketch, c'est le singe qui accompagne la savant fou qui appelle et qui dit « Oh, bonjour, je suis amoureux d'une... » Enfin, rien à voir du coup avec le fait d'être traumatisé par Hobgoblins. « Bonjour, je suis amoureux d'une femme et tout, par contre, elle est pas de mon espèce. » Et là, du coup, t'as le robot qui fait « Ah, mais vous êtes un malade, j'ai envie de vomir. » Et j'en parle parce que je sais pas si ça renvoie au fait que la scène d'avant, il y avait peut-être des sous-entendus comme quoi le Hobgoblins faisait des choses adulte avec la femme. Si c'est pas ça, je vois pas où ça veut nous emmener, en tout cas par rapport aux Hobgoblins, mais le sketch est marrant, il est pas lourd, il est drôle, surtout qu'en fait il est pas amoureux de la savant fou, mais il est amoureux de... Quand le robot raccroche, on voit qu'en fait il était amoureux d'une autre singe, et du coup c'est un quiproquo, c'est marrant. Bon vas-y, on reprend le film, et là, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à lâcher Hobgoblins, en fait, lâcher le film, parce que c'est vraiment mauvais, et s'il est dans les listes de mauvais, pourtant je m'en suis mangé des films mauvais, mais là, je dois avouer que c'était chiant. Mais bon, en tout cas, la reprise, elle est un peu match-cutée, parce que c'est une femme du téléphone rose qui est au téléphone, qui fait du coup appel au plan d'avant avec le robot et le téléphone. Et c'est Kyle, le pote ringard qui est au bout du fil, qui est au téléphone avec la dame du téléphone rose. Et c'est ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous dire, le vieux, il avait dit dans son flashback que ce qui attirait les Hobgoblins, c'était la lumière, et que les Hobgoblins avaient le pouvoir de réaliser les fantasmes des gens. Ça, j'ai oublié de le préciser, désolé. C'est fou que j'ai oublié de le dire par contre, c'est comme les Gremlins, c'est trop fondamental, pas me donner à manger après minuit et pas leur renverser de l'eau. Pardon, je m'excuse. Et donc t'as cette scène où j'ai décroché, où moi il est au téléphone rose, et en fait le fantasme c'est un Hobgoblins qui a pris forme, il a date dans une voiture, le Hobgoblins reprend sa forme normale, il agresse Kyle arrive à... Enfin, c'est toujours la même scène de « Oh, il est autour de mon cou, regardez !» Enfin bref, là tu décroches, c'est toujours la même chose, c'est chiant. On passe cette scène parce qu'elle est un peu nulle et on arrive à la prochaine séquence qui est la séquence boîte de nuit. Alors cette séquence, elle me fait trop penser à But I'm a Cheerleader, je sais pas si vous voyez le film, mais parce que t'as un peu cette colo rose, cette ambiance années 80, boîte qui est fait dans les studios, enfin je veux dire boîte de nuit qui est retranscrit en studio. Cette vibe m'a énormément fait penser à But I'm a Cheerleader.
En plus, t'as une dame avec une grosse toque à l'intérieur de la boîte de nuit et t'as des robots qui disent Hey Marge Simpson, ça tu vois, c'est des blagues cons mais qui me font bien rire. Le début de la séquence est bien long, mais sachez qu'en fait ça se transforme en gros carnage dans la boîte de nuit. C'est un peu style les Critters qui envahissent un restaurant ou les Gremlins qui envahissent la Trump Tower. C'est exactement la même chose, c'est un gros bordel, sauf qu'en fait là il y a que un Hobgoblins qui est barman et qui tape une bière sur la tête d'un gars. Ça veut se donner d'air de gros carnage, mais c'est pas des gros carnages. Et en plus, c'est un gros carnage de merde, on peut le dire, parce qu'on comprend rien. On sait pas, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont gentils. En fait, ce pouvoir qu'est donné aux Goblins de donner des fantasmes, il est mal utilisé. Il est mal utilisé à tel point que tu sais plus qui est gentil, tu sais plus qui est méchant. Et tout ce qu'on sait, c'est que Amy, qui était la crush qui a été traitée de frigid girlfriend, c'est pas moi qui le dis, c'est les robots. Et bah elle est là et son rêve c'était de devenir une star et donc elle va se désinhiber, devenir une star sur la scène de cette boîte de nuit et t'as ce commentaire du robot qui dit hey, rhabille-toi c'est beaucoup trop drôle. À partir de ce moment je vais faire une énumération de choses parce qu'en fait c'est trop incompréhensible pour dire les choses correctement. T'as un sergent militaire qui pop, donc apparemment c'est le sergent de Nick, le gars militaire trop stock, trop badass, et on comprend plus rien à tel point que il y a un des robots qui va dire hey, j'ai une idée, ils vont sortir du champ, les robots et Joël, et ils vont se faire en fait remplacer par des maquettes, exactement la même maquette qui est sur la miniature de mon podcast, c'est-à-dire que le Joël qui montre du doigt et les robots qui regardent en l'air, c'est exactement la même. Ils vont se barrer eux, et le film va continuer à se dérouler avec cette maquette, et il y a un silence qui est super drôle parce qu'ils se sont barrés tellement le film est nul. Cette blague, elle va donner naissance à un sketch du coup de l'émission, on va voir ces maquettes qui sont... un peu, je sais pas si vous voyez, South Park, on y revient, les Canadiens, comme ils sont représentés dans South Park, c'est exactement la même chose, ils vont ouvrir les bouches comme ça, et ils vont chanter une chanson qui va devenir iconique, qui fait Hobgoblins, je vais pas la chanter, mais c'est Hobgoblins, je vais vous la mettre justement maintenant en extrait. Say, fellas, here's a little song about that movie, Hobgoblins. Are you kidding me? Then let's go. Hobgoblins, Hobgoblins, what do you do with those Hobgoblins? They're over here, they're over there. Those darn hobgoblins are everywhere. Woo! T'as la savante fou qui se doute que c'est des maquettes et eux ils reviennent de vacances, ils ont des colliers à fleurs Lilo et Stitch. J'ai dit Lilo et Stitch tellement j'ai oublié le pays. Tahiti peut-être. Oh non, montez-moi dessus, je m'en fous. Balayez-moi. On va reprendre le film et t'as le militaire qui est Nick qui est devenu John Rambo. Très clairement, il a des grenades et on sait même pas contre qui il se bat. T'as cette référence qui est faite par les robots à Roadhouse. Je le fais en mode Peter Griffin, mais à Roadhouse qui est cité comme ça m'a fait rire. Et il va se sacrifier du coup, justement, John Rambo. On sait pas pourquoi. Il y a une grenade qui va arriver qui est lancée par le sergent. Du coup, ça voulait dire que le sergent était méchant. J'ai pas compris pourquoi. Et il va lancer une grenade et il va sauter sur la grenade, le John Rambo, pour se sacrifier. Putain, c'est beau. C'est beau, la notion de sacrifice pour son prochain. C'est la guerre entre les Hobgoblins, il y a plus tout le monde se combat, on sait pas pourquoi. T'as les Hobgoblins qui étranglent une personne et toujours la même truc, hein. Même les robots vont dire oh you strangle a plush toy. Bah ouais, c'est visible à 200%, le film est nul à chier, hein. T'as le sergent qui lui par contre va mourir aussi avec une grenade explosée, mais super bien fait. Alors ça je voulais le noter, t'as la grenade qui explose, il y a une vraie explosion qui est mise en scène, je sais pas comment ils ont fait, et lui il va vraiment avoir le recul de l'explosion comme dans les films, il va être éjecté loin, je sais pas, avec peut-être des câbles, ils l'ont fait éjecter, mais pour un film de cette allure là, franchement la scène est bien faite. Tout le monde retrouve sa forme normale et t'as Kevin qui se rend à la chambre forte pour affronter le voleur qu'on a vu plus tôt. On sait pas pourquoi, peut-être pour nourrir le propos mentalité 80 de oh il faut devenir un homme et je vais prouver ma bravoure à Amy. Mais en fait ce voleur il va s'avérer que c'est un fantôme qui est créé par des Hobgoblins. T'as McGrady, donc le vieux, qui va tirer sur le Hobgoblins pour sauver la vie de Kevin. Les Goblins restants, eux, ils sont toujours dans le coffre un peu plus haut. Et McGrady, lui, il l'avait rempli d'explosifs, je sais pas pourquoi. Et il le fait, ils sont réduits à néant. Il aurait pu le faire dès le début. Il aurait pu les tuer dès le début. Mais non, lui, c'était son petit secret. C'est vraiment le pire personnage, le vieux. Enfin, en tout cas, dans le 1, dans le 2, vous allez voir ce qu'il va devenir. Mais le vieux, il a quand même fait exploser une partie du studio. Donc, il faut justifier auprès du patron. Donc, il lui passe un appel et il lui dit... Allô patron, there has been an accident in the studio. Et là t'as un robot qui fait We made Hobgoblins. La phrase est énorme, il y a eu un accident, on a fait Hobgoblins. Bah oui, ça résume tout le film en fait.
le film se termine, mais l'émission ne se termine pas parce qu'on va avoir des commentaires qui vont être très crus. Ils vont dire que Daphné, elle était drôle parce qu'elle était une slot, et Amy est devenue drôle après s'être transformée en slot, donc quand elle est devenue une star dans la boîte de nuit. Waouh, waouh, juste waouh, je commente comme ça, c'est waouh. Surtout que j'ai pas dit le pire, ça arrive maintenant, ils vont amener Rick Sloan, en réalité c'est un carton qu'ils vont amener, ils vont dire « Oh, c'est Rick Sloan, on va t'interviewer ». L'interview, voilà, je vous repose exactement les mêmes questions. Étais-tu défoncé sous crack quand tu as réalisé ce film? Es-tu un idiot total? Est-ce qu'on a remplacé ton cerveau par une cage à rats? Voilà les questions qu'ils vont poser au Rick Sloan en carton noir. C'est hard quand tu sais que le mec, il a une toute bonne volonté à faire du cinéma, qui s'est fait trash talk toute sa vie et que là, il fait un film qui peut plaire. Bon, lui aussi a conscience que c'est de la merde, mais je trouve les mots durs quand même. Ça, on va y revenir après. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on en pense d'Hobgoblins? En vrai, il mérite totalement son titre de pire film. Même Rick Sloan l'a dit, hein, il y avait matière à le juger dans l'émission. C'est pour ça qu'il l'a dit, prenez-le en fait. Il y a vraiment rien qui va dans le film, si ce n'est la mise en pratique théorique du cinéma, parce que n'oublions pas qu'il a fait une école de cinéma, donc tous ses plans, ils sont théoriquement bons. Au niveau des acteurs, ça joue super mal, mais tu vas quand même retrouver des archétypes de persos assez bien ancrés en vrai. T'as le loser, t'as le beau gosse militaire, t'as la meuf simple, qui va être qualifiée de on va même pas redire le mot. T'as le héros qui est pas trop sûr, du coup le personnage principal, et t'as la hot girl, un peu la hot girl. Donc voilà, c'est des trucs que tu vas retrouver dans Vice, sûrement dans Vice Academy, que tu vas retrouver dans plein de films du même genre, et là, ils sont écrits finalement. C'est super simple à faire, mais ils sont là. Et on va revenir sur ce héros. Lui, il a aussi son développement personnel, c'est-à-dire qu'au début, il est pas brave, et il finit par combattre la bravoure. C'est un développement qui est super simple, mais c'est là, ça fonctionne, ça marche. Enfin, ça marche. À bon entendeur. Et en vrai, ça se sent qu'il y met son cœur. Je parlais il y a vraiment pas longtemps de la scène de l'explosion. Tu sens qu'il fait ce ciné par amour et qu'il a des influences. Et c'est ce qu'on va sûrement redire ça beaucoup de fois dans ce podcast, mais c'est des vrais passionnés qui font des films. Et là, tu sens qu'il n'y a pas de mauvaise intention, si ce n'est cette mentalité un peu à la con des années 80. Mais là où il y a vraiment matière à parler, c'est dans le traitement de l'épisode de MST3K. En vrai, le film s'est fait allumer. Ils ont mis à terre chaque petit détail jusqu'à traiter Rick Sloan d'idiot. Et c'est factuel, les mots sont là, je les invente pas, ça a été dit. C'est dur, et c'est pas la première fois que ça arrive avec cette émission. Ils s'en étaient notamment pris à un pays entier, au japonais, avec Gamera, qui est un sous-Godzilla. Et ça avait carrément froissé le pays jusqu'à ce que les Japonais interdisent en fait à l'émission de reprendre d'autres films de leur pays. Après, bon, les Américains sont un peu cons, parce que quand t'as Gamera qui est justement un sous-Godzilla, Godzilla a été créé à cause des Américains en réponse à la bombe nucléaire, sans prendre à Gamera. Bon, les frères, laissez tranquille les Japonais, quoi. Mais ça s'applique pas que aux Japonais, il y a aussi dans leur pays qui est l'Amérique, où ça s'est produit. T'as des réalisateurs américains qui l'ont très mal pris que leur film soit traité dans une émission pareille. T'as notamment Jeff Lieberman pour son film Scream, j'arrive jamais à le dire en américain, de toute façon c'est La Nuit des Vers Géants, en français c'est totalement plus simple, et il l'a mal pris à juste titre, parce que son film La Nuit des Vers Géants est vraiment très bien, et c'est pareil que pour Hobgoblins. Bon, on le verra pour Rick Sloan, c'est vraiment trop bien que ça soit dans cette émission, mais il y a une vraie démarche dans La Nuit des Vers Géants, c'est une vraie référence, c'est un vrai hommage à tout un pan du cinéma, et voir son film se faire détruire dans une émission pareille, avec des mots qui sont pour la plupart crus, ça fait mal, et je comprends, et moi je défendrai toujours La Nuit des Vers Géants de toute façon. Et même Rick Sloan, lui, il était un peu choqué à la fin de l'émission. Bon, il a rigolé au final parce que vous commencez à comprendre le personnage, mais voilà, quand t'as ce gars qui se fait cracher dessus depuis tout jeune avec ses films de cons, et t'as des mecs qui viennent rajouter une couche dessus, bon, ça fait un peu mal. Mais faut pas oublier aussi que à ce moment-là, Rick Sloan, lui, il est en fin de carrière, il vient de se taper 10 ans de films, dont 7 ans de Vice Academy, il est plus à sa près. Et du coup, c'est pour ça que cette combinaison entre cette émission et ce film va totalement marcher, parce que c'est le combo gagnant. C'est pas le but de genre de film de briller, mais c'est plus de se faire kiffer, et c'est totalement ce que recherche ce genre d'émission. Donc c'est un combo gagnant, et Rick, ça, il l'a bien compris depuis longtemps. Il est pas là pour plaire aux autres, et puis tant pis si le traitement de MST3K il peut lui apporter une plus-value et mettre son travail en lumière, et lui il va prendre, et il a eu une bonne réaction. Je sais après que c'est le but de l'émission de défoncer le film, mais on dirait que Rick Sloan, il est né pour ce moment. T'as un vieux gars macho qui paye même pas ses acteurs par manque de moyens et qui les remplace s'il râle. Et ce gars-là qui a l'amour du cinéma et la pleine conscience de c'est nul ce que je suis en train de faire,
et je le fais par passion. Il crée même son propre absolu de cinéma, il nous offre du divertissement sans pour autant avoir attendre quelque chose en retour. Et au final, pardonnez-moi de la métaphore, mais il va prendre son cochon et le donner à la charcuterie. Et nous, on va être représenté par Joël et ses robots et on va juste déguster. Je sais que c'est un peu trash ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Et c'est là où Rick Sloane, pour moi, est très très fort. Elle est très très forte d'une part parce que l'histoire est folle, ce gars-là il est sur une pente descendante et il est même au point mort de sa carrière, t'as son film qui est dans l'oubli, la VHS elle a même carrément presque disparu à ce moment-là, et d'un coup d'un seul ça va remonter dans les tops, IMDB un peu partout, et le film va refaire parler de lui et ça va devenir un film culte dans une émission qui est déjà culte. Et lui, Rick Sloane, il va kiffer ça, il va le prendre parce que forcément il l'avait en tête à la réalisation de Hobgoblins 1 et quelques années après que faire un séquel sur un film comme ça peut être génial parce qu'ils ont tous eu le droit à leur séquel. Je parle de Critters 2, je parle de Gremlins, ils citent même Troll. Bon, Troll c'est différent parce que Troll 2 c'est pas la suite de Troll 1, enfin bref, c'est une histoire à part. Et ça revient à notre ancien podcast, John Carl Butcher qui a réalisé Troll. Voilà, on se fait des petits liens, on se fait des petites passes dés entre podcasts, on est sympa. Et quand l'émission sort et que ça continue à grimper et que le film atteint ce statut de film culte, forcément t'as ce séquel qui arrive en tête, et même si c'est 10 ans après la sortie de l'émission, et bah lui il va se dire bah let's go quoi, 10 piges plus loin, il va y aller, il va reprendre le cast original, il va reprendre les mêmes peluches qu'il a gardées parce qu'il cite en interview que dans sa famille c'est des gros rats et qu'il garde tout, et il va essayer même de recréer cette atmosphère 80 jusqu'à utiliser des mêmes décors, voilà, il va prendre en compte les remarques et il va refaire tout d'une manière intelligente, ce qui va donner en 2009 Hobgoblins 2. Every 20 years comes a motion picture that forever changes the face of horror filmmaking. This is not that movie. Remember those creatures that we were warned about? Hobgoblins 2 il est un peu particulier parce que ça reprend les mêmes personnages, exactement les mêmes archétypes qui seront d'ailleurs poussés au max, mais ça reprend, c'est une sorte de reboot du 1, c'est un peu comme Evil Dead 1, Evil Dead 2, sauf que là Evil Dead 2 c'était un peu un remake, là c'est plus un reboot. Ça reboot, c'est un groupe d'ados qui sont maintenant à l'université et pour les biens de je ne sais quoi d'ailleurs, ils sont en train de visiter un hôpital. Voilà, même décor mais en 10 fois plus gros en fait. C'est tout en 10 fois plus gros, 10 fois mieux, 10 fois plus inspiré, 10 fois plus inspirant aussi d'ailleurs. C'est plus aéré, hein. C'est vraiment plus aéré Hobgoblins 2. Jusqu'à même me faire rire dans les premiers instants parce que t'as un vieux fou qui vient les voir et qui leur dit « Hey, combien j'ai de doigts ?» Et là, il leur dit 5. Et il vient se couper un doigt, il fait « Et maintenant ?» Voilà, ça m'a fait rire. C'est de l'humour à la con, mais Hobgoblins qui me fait rire, il faut y aller quand même. Alors ce groupe de jeunes, ils vont faire un tour dans la cellule psycho, et on va retrouver le vieux McGrady du 1, celui qui était le pire perso. Bah là, il va devenir un gars un peu plus égoïste, ça va être l'archétype du vieux qui donne les conseils. Tu sais, t'as le vieux qui est là, un peu à Tony Todd dans Destination Finale. Ouais, faites attention à la mort, on pourra pas dire que je vous avais pas prévenu. Il donne même un conseil qui sort de je ne sais d'où, parce que c'était pas une règle instaurée dans le 1. Il faut pas dire Hobgoblins 3 fois. Donc il s'est pris pour Candyman, le poteau, je ne sais pas. Mais apparemment, il faut pas dire Hobgoblins 3 fois. Et qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire, notre groupe ? Bah, ils vont pas le faire. Ils vont clairement pas le faire. C'est le médecin qui les accompagne autour de l'hôpital qui, lui, va se décider pourquoi je le ferais ? Pourquoi je le ferais pas ? Et il va le faire. Il va le faire, et les Hobgoblins vont l'attaquer. Donc maintenant, il y a une nouvelle règle, il ne faut pas dire Hobgoblins 3 fois. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Il va y avoir carrément la reprise de la scène du râteau parce qu'elle était culte dans le 1, elle est devenue iconique avec le temps, du coup il va la reprendre et elle est habilement menée parce que d'abord il s'entraîne avec une pelle, t'as la reprise de la musique et là t'as la Daphné qui est à la fenêtre et qui va lui montrer son soutien-gorge et il va dire « Oh !» et tu te dis « il l'a fait avec la pelle et pas le râteau » et il va s'avancer et bim, se prendre le râteau. Et voilà, j'ai trouvé un peu le jeu un peu drôle. Enfin là, je l'ai trouvé bien amené en tout cas. Ça m'étonne de Rick Sloane, il a des idées intelligentes, faut pas croire. Puis le groupe d'amis va décider de regarder un film d'horreur ensemble parce que pourquoi pas, finalement c'est marrant. Et t'as ce côté un peu méta, over-référencé qui va s'installer, ce côté un peu lourdingue où Hobgoblins 2 va commencer à calancher. T'as Daphné qui va proposer de regarder un film d'horreur qui s'appelle Puppet Turn Woman into a Slot. Alors que je pense que c'est une référence directe à la dernière phrase des robots concernant le film Hobgoblins 1 où il disait là que Amy avait été transformé en slot par les Hobgoblins. J'espère que vous me suivez, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un tacle direct à l'émission et un tacle qui est bien amené pour le coup.
Tu vas même avoir Club Scum qui va être mentionné. Donc Club Scum, c'était le club, la boîte de nuit du 1. Et je sais pas d'ailleurs si c'était une référence au film Scum, aucune idée. Et quand on regarde un film d'horreur, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des popcorn. Et là, vous le sentez, le côté méta, le popcorn, si je vous dis trucs qui gonflent, téléphone qui sonne. En vrai, on a compris. On est en 2009 quand même. On a compris les références à Scream même. Non, Scream 4, c'est 2011. Même Scream 4, il aurait pas osé faire un truc aussi grossier que ça, je crois. C'est 2011, c'est après Scream 3, c'est quand ? Ah, j'ai plus mes dates de Scream, pardon. Après, peut-être parce que c'est 2009, c'est l'époque, c'est méta, je sais pas, pour moi en 2009 c'est quand même bien enterré, ça va être que déterré bien plus tard, cet aspect méta. Mais voilà, cette scène elle est un peu chiante, Juste à un moment, tu sais, t'as un Hobgoblins qui est à la fenêtre, un peu en mode Michael Myers, t'as le gars qui tourne, qui voit le Hobgoblins, il cligne des yeux et le Hobgoblins a disparu, et en fait t'as personne qui le croit, c'est un peu bizarre. Ça toque à la porte, tu te dis oh c'est le Hobgoblins, et non en fait c'était un flic qui vient prévenir qu'il y a eu un accident. Voilà, ça joue un peu sur des codes des films d'horreur qui sont déjà bien connus, et ça va s'en jouer, ça va peut-être pas s'en jouer, mais ça va les réutiliser en tout cas, et bien les réutiliser en tout cas dans un format qui fonctionne. Et du coup tu te sens que Rick Sloane entre temps dans ces 10 années il s'est mangé des films, il a compris un peu l'essence même de comment créer du suspense, un peu de la tension, même si ça marche pas. Il l'a compris ça, mais en revanche il a pas compris que son humour est un peu lourd. Et là où on critiquait Amy parce qu'elle était un peu la frigid girlfriend, j'ai pas envie de le dire plus fort, comme si quelqu'un allait m'entendre, de toute façon c'est dit. Mais là il va pousser les curseurs au plafond clairement. Elle va être trop relou, Amy, elle va être en mode ah nanana, la nerd un peu relou, c'est lourd, c'est chiant, c'est à la limite du misogyne en vrai. Il a pas compris, il était à un quart d'heure, je sais même pas où je vais arrêter là, c'est juste lourd. Bon, à ce moment, le film va rentrer dans un truc qui est assez cool, même s'il va en sortir très vite, c'est-à-dire installer une phase qui est un peu paranormale, cet esprit un peu flottant. Est-ce que les Hobgoblins, on y croit pas, ce qui va le différencier des autres d'un Critters ou d'un Ghoulies, c'est-à-dire qu'il a sa patte et lui, il va jouer sur le paranormal, l'épouvante. T'as Kevin qui va se faire attaquer par Hobgoblins. D'ailleurs t'as la main du Hobgoblins qui est écartée comme ça, bon on voit la tige qui tient la main, mais je veux dire il y a eu un effort sur les poupées, je sais pas s'ils ont retravaillé les poupées, il va disparaître ce Hobgoblins en tout cas, et personne va le croire, il va passer pour un fou. C'est un peu ce truc qui n'est pas, enfin un élément qui n'est pas en tout cas dans les autres sous Gremlins. C'est bien parce que t'as personne qui le croit, t'as juste le fou avec sa chaise qui le croit, et ça c'est typique des films d'horreur, ouais, je te crois toi, mais t'as pas envie que ça soit lui qui te croit, t'as juste envie que ça soit, je sais pas, le gang cool de copains qui te croit, mais pas le vieux sur ta chaise quoi. Ça c'est cool, c'est marrant. Ensuite ça va enchaîner sur une séquence où t'as le ringard qui, cette fois-ci, n'est pas au téléphone rose, mais ça a évolué en fait, ça a atteint le niveau 24 et ça a évolué en porno sur internet, et du coup il va parler avec des cam girls, je sais même pas si à ce moment-là, bah si, on est en 2009, je suis con. En fait la vibes elle est années 80 et c'est voulu, et du coup ça me brain un peu en me disant, c'est un peu comme si je regardais un Gutter's Ball, et je me dis ah le film est vieux alors que non, c'est dans les mêmes années, tu vois, c'est 2009. Bah ouais, mais du coup si la vibes elle est années 80, c'est-à-dire que le film se déroule dans les années 80, donc il y a peut-être pas de webcam dans les années 80. Oh je sais pas, je m'excuse pour cet instant réflexion au plein milieu du podcast. Notre Kevin National, lui, il va se faire bousiller par Hobgoblins, parce que quelle idée de crier 3 fois Hobgoblins dans ton van en roulant. Du coup, il va pop à l'hôpital et on va arriver à 45 minutes de film à ce moment-là. C'est un peu mou, même si moi j'essaie toujours de booster les films et de dire les trucs qui vont bien dans les films, qui sont cool. Là, je dois avouer qu'on commence à s'ennuyer, et quand t'as pas un robot qui fait une vanne toutes les 10 secondes, c'est vrai que le film perd de son charme. Ensuite, t'as une séquence qui est interminable avec Nick le militaire et sa meuf Daphné. Là, c'est la sex symbole un peu du film. Elle est interminable, ils vont se faire péter par deux Hobgoblins, mais la scène elle est sous-marquante. Je sais même pas si ça se dit de la sous-marque. Je me suis cru chez Marc Repère. Mais non, c'est nul, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est nécessaire parce que maintenant tous ses potes le croient. Let's go, enfin, ça c'est cool parce que on va pouvoir avancer dans ce film de con et ça va pouvoir nous donner un 1v4 qui est légendaire. Il va 1v4 notre cher Kevin va 1v4 les Hobgoblins. Mais quand je vous dis 1v4, c'est un par un. C'est-à-dire que t'as les Hobgoblins, il y en a 4 qui sont devant lui, il y en a un qui vient sur lui. Hop là, et il l'étrangle encore il strangle the first toy. Bah, exactement la même chose, il le met à terre, le deuxième, ça 4 fois. Il aurait pu réutiliser le même plan, c'était la même, et peut-être qu'il l'a réutilisé. En fait, j'étais tellement en train de me dire, mais waouh, j'étais dans mes notes et je me disais, mais qu'est-ce que je regarde là? Et il l'a sûrement fait reprendre le même plan, c'est fou. Merci Rick Sloane.
il y a peut-être un truc que vous avez oublié, c'est que notre cher Kevin, il est censé être à l'hosto, donc il va y retourner à l'hosto, et il va aller dans le bureau de la chef, je sais pas pourquoi, elle va lui dire « Retourne dans ta chambre ». Pourquoi ? Je veux bien qu'il y ait un manque de moyens, de décors, faut bien rassembler les décors, faut bien faire ci, faut bien faire ça. Ok, c'est une chose de rassembler les décors, mais t'as un montage, t'as tout, t'as un scénario, fais en sorte que tout concorde. Comment ça se fait qu'il soit sorti de l'hôpital, et comment ça se fait que la chef lui dise « Retourne dans ta chambre ». Ça n'a aucun sens. Bon, en tout cas, t'as le docteur du début qui se refait bousiller par des hobgoblins, et en fait, c'est toujours la même chose. Il est assis dans sa chaise, il y a 4 hobgoblins qui sont devant lui et qui gigotent, et voilà, c'est ça la scène. C'est hobgoblins tout craché. Il y a jamais rien de plus, hobgoblins. C'est ça qui est un peu décevant avec la saga. Mais on s'en fout parce que nous, on a enfin le 3e acte qui arrive, libérateur. Le 3e acte, il est cool, c'est ce qui sauve un peu le film en fait. Parce que t'as le vieux qui va révéler encore un autre truc. Mec, arrête de nous révéler des trucs, dis-le dès le début. Dis-le dès le début, comme ça on se tape pas des vieux films de cons là. Il va révéler qu'il faut dire sa plus grande peur, puis dire hobgoblins 3 fois et affronter sa peur, et basta. Voilà, la façon de se débarrasser des hobgoblins. D'où ça sort, je ne sais pas. En tout cas, ils vont y aller chacun leur tour et ce moment va être un peu cool. T'as Amy, du coup, la girlfriend de notre cher Kevin, qui, sa plus grosse peur, c'est les poupées. Et du coup, là, elle va affronter un clown, mais elle va dire non, tu me fais pas peur. Et boum, le clown il meurt. Génial. Au prochain. Le prochain, c'est le ringard. C'est quoi ta plus grande peur ? C'est la meuf du téléphone rose. Enfin, du coup, maintenant, on va l'appeler de l'ordinateur rose. Je ne sais pas pourquoi, c'était son fantasme, mais maintenant c'est sa plus grande peur. Ok, why not? Du coup, il la déclenche à travers une télé. La meuf du téléphone rose, elle se transforme en démon et ça traverse la télé. Ce moment est assez sympa, c'est la fille démon bien maquillée pour Hobgoblins qui traverse la télé. Ils vont péter la télé, le démon est mort, hop là, next. Ensuite, c'est au militaire et plot twist, en fait, il a peur de l'armée. Donc, c'est-à-dire que Rick Sloan, il est venu contourner un peu, ce qu'on reprochait à Nick dans le 1. Il est venu dire, en fait, c'est horrible. C'est horrible, mais je pense, comme il le perçoit, en fait, c'est une lopette, tu vois. Il reste dans sa mentalité un peu misogyne, donc j'imagine très homophobe aussi par déduction. Je me permettrais pas de le dire s'il avait pas grossi les traits du personnage de l'idée qui se fait d'une personne gay à l'époque. Il l'a clairement grossi et c'est clairement visible. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de le dire, je débunk un peu tout ça. Il va même nous révéler que ce militaire, il s'est fait virer de l'armée parce qu'il, je cite, criait comme une femme. Voilà, c'est génial. Bon, j'aurais aimé qu'il meure, lui. J'aurais aimé qu'il meure. Et du coup, sa plus grande peur, qui est l'armée, va prendre forme. Et qu'est-ce qui va prendre forme pour l'armée ? C'est un Hobgoblins qui pop sur un tracteur tondeuse. Et voilà, je sais pas. Bon, ça nous donne plus de Hobgoblins, ok, mais du coup, le rapport avec l'armée, aucune idée. En tout cas, il va tronçonner ce Hobgoblins. Enfin, il va se battre avec une tronçonneuse. Cool. Non, c'est cool. Ensuite, on passe à Daphné. Elle a peur des films d'horreur. Pourquoi elle aimait ça au début ? Elle a même proposé Poupette Slot, je sais pas quoi. Mais elle a peur des films d'horreur, visiblement, et elle va s'en démerder, je sais même plus comment, j'ai envie d'oublier. Et voilà, c'est la fin, ils se sont tous battus. T'as le générique final qui est entrecoupé par un Humputer Hooker, je sais pas pourquoi, enfin, j'ai pas trouvé de signification. Enfin, bref, le film est fini. Et non, parce que là, vous allez me dire, mais Kevin, sa peur, c'est quoi ? Et bah là, c'est tout le propos, il est intelligent. Il est intelligent, notre cher... Oh, j'ai oublié son nom. Notre cher Rick Sloan, il est intelligent parce que en fait, sa peur, il l'a combattu tout au long du film, un peu dans le 1. C'est devenu un gros bonhomme. Voilà, exactement le même propos du 2, enfin que le 1, mais mis un peu au goût du jour du 2. C'est génial, hein. C'est génial Hobgoblins 2. Non, c'est vraiment nul. Je vous déconseille Hobgoblins 2. Je déconseille Hobgoblins 2, c'est une daube, mais paradoxalement, c'est une totale réussite en fait, parce qu'il voulait que ça soit fidèle au premier, et le résultat est là. En vrai, il l'a refait avec les mêmes persos, il les a réécrits par rapport au passage de son film sur MST3K, il les a réécrits d'une façon moquée, d'une façon un peu plus élaborée, on va dire, même si ça vole pas très haut. Son film Hobgoblins 2, c'est le même que le 1, mais d'une façon plus aérée, largement plus réussite. En fait, c'est 3 fois mieux. Bon, sachant que le Hobgoblins 1, c'est vraiment misérable, donc Hobgoblins 2 est par nature aussi misérable, mais c'est mieux rythmé, c'est mieux écrit, t'as plus de Hobgoblins, ils sont moins manipulés d'une façon dégueulasse. Le scénario, lui, il est largement plus complet, il exprime mieux ce qu'on disait tout à l'heure, le côté paranormal et épouvante qui va réussir à différencier Hobgoblins un peu des autres, même si ça reste vraiment un bébé de nul. Les scènes sont elles aussi réécrites, les scènes qu'il a voulu refaire, elles sont réécrites. Il a rajouté un peu ce côté méta, over référencé, le fait qu'il soit bouffé des films, le fait que ça soit 10 ans plus tard, hein.
Voilà, maintenant que j'ai bien fait l'éloge de ce film, on va pouvoir le détruire un peu. Il est super lent à tanker. T'as un travail sur la colorimétrie qui est totalement over années 80. C'est flashy rose dégueu. Un peu dans la vibes But I'm a Cheerleader, c'est ce que je disais. Ce que je disais avant, c'est en studio, mais studio nul. Ça me donne pas envie de regarder le film. T'as l'utilisation de la musique, elle est là. Elle marche à certains moments, à d'autres instants, elle est un peu lourde. T'as les bruitages, ils sont trop, les bruitages c'est de trop. T'as le son, il est trop mal mixé, je sais pas ce qui se passe. Des fois t'as des coupures, il suffit juste de faire un fade entre tes deux soundtracks et le son passe clean, et des fois t'as des coupures dans le son. Enfin, c'est un truc de base, et ça a pas marché. Et je me permets de parler de fade parce que c'est son premier film qu'il a tourné au numérique et qu'il a monté au numérique, donc peut-être qu'aussi il avait, parce que c'est lui qui est monteur sur tous ses films, il avait peut-être pas un peu la science du montage numérique, là où ça s'est vachement démocratisé quand même maintenant, quoique en 2009. Ouais, après c'est son premier film. Alors faut savoir que j'ai regardé le film sur Tubi grâce à un VPN. Il y a plein de films sur Tubi, je vous conseille. Mais Tubi, il avait l'habitude, moi, quand je regardais plein de films dessus, de me mettre des pubs à foison. Et je sais pas pourquoi sur ce film, il m'a dit je te l'offre, je te mets pas de pub. Ça rendait les films un peu imbuvables, et il s'est dit ouais, le film est tellement nul que je te mets pas de pub. En plus la qualité elle est moche. Tubi, ils arrivent généralement à reprendre les films dans des qualités qui sont quand même pas non plus exécrables. Et là la qualité elle est moche, je sais pas. Vas-y, je vais être gentil avec cette saga après l'avoir vue. Je la reverrai jamais de ma vie par contre, mais je peux facilement la compter comme un sous-bébé Gremlins, et non pas l'acheter à la poubelle quoi. Elle existe, elle est là, et de par son histoire que je viens de raconter aujourd'hui qui est super belle, j'ai envie de le compter comme un sous-Gremlins, et je pourrais fièrement dire à des gens quand je parlerai de ça ah ouais, j'ai vu Hobgoblins, bah si, ça, j'en ai pensé si, ça. Moi je suis content, il y a des films, des fois tu parles avec les gens, t'es en... Ouais, t'es d'accord avec ce film, c'est nul, hein. Ouais, on n'en parle pas. Mais bah là, je prendrai plaisir à en parler. Et je repose ça là d'ailleurs parce que c'est pas sur mes notes, mais j'ai totalement oublié de parler de l'héritage un peu de MST3K, parce que l'émission s'est arrêtée, elle a été reprise un peu plus tard sur je ne sais quel site, et il y a eu un semblant de relancement sur Netflix. Enfin, c'est ce que j'avais vu, faudrait que je retourne sur ça, mais en fait j'ai plus de batterie, je pourrais pas enregistrer. Du coup voilà. Et pour ce qui est de Rick Sloan, bah lui, Hobgoblins 2, c'était son dernier long métrage. Il a pas retouché auprès le cinéma, donc il a fait 10 ans de pause. Hobgoblins 2, et jusqu'ici plus de nouvelles, silence radio. Donc voilà pour ce qui est de nos deux protagonistes. Et pour ce qui est de l'émission MST3K, par contre, je repose ça là, mais faire l'émission sur Twitch, ça peut être génial. Enfin, relancer le concept un peu à la française, un peu à la truc. Voilà, je pourrais dire que j'ai eu l'idée. Bon, il y a sûrement plein de gens qui ont eu l'idée, mais voilà. Au moins, c'est daté dans ce podcast que j'ai eu l'idée il y a bien longtemps. Mais bon, sur ce, c'est une fin d'épisode. J'espère qu'il sera écouté autant que mon premier. En vrai, j'abuse. Mon premier, je l'ai sorti il y a quelques jours maintenant, il y a 3-4 jours. Et c'est pour ça qu'il fait pas de vue, mais je m'attendais très bien. Hein. Je pense que s'il y a une régularité, il y a peut-être des gens qui viendront avec le temps. Et là où Hobgoblins, c'est quand même... C'est que je prends Letterboxd comme exemple, mais t'as plus de 10 000 membres sur Hobgoblins. Letterboxd, bah, dû à l'émission MST3K, je pense. Et du coup, c'est un sujet qui parle plus. Un film qui est plus connu, ça peut peut-être amener plus de gens, même si l'émission, elle est niche. Elle est totalement niche. C'est pour ça que j'ai envie des fois de parler de films qui sont un peu plus connus. Je pense qu'entre chaque gros épisode où il y a des grosses sagas, on a quand même traité Violent Shit, on a quand même traité de 7 films. La prochaine émission, on va en traiter de 4-5. Donc je pense que des émissions où tu parles que de 2 films comme ça, qui ont une histoire un peu marrante, même s'ils sont un peu plus connus, c'est pas dérangeant. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé, et gros bisous à vous. On va se quitter sur cette magnifique outro qui sont Critters 2, j'ai mis Critters 1 en intro et Critters 2 en outro. Est-ce que ça serait pas magique ça? Allez, grosse bise! They're turning this peaceful little town